Bonjour. Les frères Strugatsky sont deux auteurs russes et soviétiques, ou soviétiques et russes, selon le sens qu'on donne, et qui ont une formation tous deux universitaire. Boris Strugatsky, qui est le cadet, est un ancien astrophysicien et qui a migré plus tard vers l'informatique, était programmeur informatique. Et Arkady, lui, par contre, était un littéraire et il était notamment traducteur du japonais et de l'anglais. Donc c'est lui qui a contribué à faire connaître en Union soviétique quantité d'auteurs anglo-saxons et japonais, notamment durant les années 60 et 70. Et ensemble, ils étaient écrivains. Arkady a commencé un petit peu avant, tout seul, avec des petites nouvelles et un roman écrit en collaboration avec un autre auteur. Et puis à partir de 1958, ils ont écrit tous les deux ensemble. Ils n'ont jamais cessé, à vrai dire, jusqu'à la mort d'Arkady au début des années 90. Et ensuite, Boris tout seul a continué, tant bien que mal, parce qu'il a toujours dit que c'était extrêmement difficile pour lui de continuer seul. Mais il a continué quand même. Donc c'est une carrière qui a duré plus de 40 ans, 50 ans même, en tenant compte de la carrière solo de Boris. Pas vraiment, non, parce que cette utopie finalement se base sur une sorte d'idéal marxiste. Mais ça n'est pas du marxisme dévoyé tel qu'on pourrait penser que l'était l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Donc en définitive, ce qu'ils ont présenté en tant qu'utopie était admissible pour la critique officielle, pour les idéologues. Et donc, en ce qui les concerne, eux, ça n'est pas sur ces questions-là qu'ils ont pu avoir des problèmes. C'est pas sur le fond idéologique lui-même. Donc, non, on ne peut pas dire que ça a été vraiment compliqué pour cette question-là. Il y a eu d'autres auteurs qui ont écrit des utopies aussi à la même époque et qui n'ont pas vraiment eu de problème de ce genre. En fait, ce sont essentiellement des critiques sur la forme qui leur ont été adressées par les éditeurs, par les censeurs, parce que il y avait en Union soviétique un idéal formel concernant les romans et nouvelles de science-fiction. Et cet idéal formel voulait que dans une société parfaite, les personnages sont parfaits. Donc on devait avoir des héros sans faille, qui ne pleurent pas, qui ne jurent pas, qui ne sont jamais violents gratuitement. Des héros qui objectivement ne peuvent pas exister. Et c'est ce biais-là qui a été employé essentiellement pour critiquer les frères Strugatsky. Les frères Strugatsky, eux, ils voulaient des personnages qui puissent balancer une palanquée de jurons quand ils se cognent le pied à un pied de table, par exemple, mettons. Il voulait des personnages qui soient humainement et psychologiquement tout à fait crédibles. Or, donc, la science-fiction en Union soviétique, c'était une affaire sérieuse, beaucoup plus qu'en Occident. Quand je dis sérieuse, c'est-à-dire que la science-fiction devait avoir une visée pédagogique. Dès les années 30, on l'a considéré comme un genre qui devait s'adresser à la jeunesse, donc éduquer la jeunesse. Et c'est pour cela qu'il y avait cet obstacle du héros parfait. On ne pouvait pas présenter des héros simplement humains parce qu'il fallait des modèles. Or, les Strugatsky, eux, s'opposaient à ça. Ils voulaient des personnages qui soient bons, forts, mais humains, donc forcément avec des failles, avec des travers. Et donc ils ont été pas mal critiqués pour ça. Des romans comme par exemple Stalker ont mis 8 ans pour paraître, avec des allers-retours perpétuels entre l'éditeur et eux pour changer tel mot, pour modifier telle phrase.
des petites broutilles à chaque fois, des termes qu'il fallait modifier, trouver des synonymes amoindris, des choses comme ça. Voilà, c'est de ce point de vue-là surtout qu'en URSS, les autorités, si on peut dire, parce que les grandes autorités se contrefichaient de la science-fiction, mais on va dire le milieu éditorial et les critiques qui s'y intéressaient ont pu attaquer les frères Strugatsky. Ah oui, ça m'a sauté aux yeux dès le départ, à vrai dire. Quand j'ai abordé pour la première fois ce cycle en lisant plusieurs textes d'affilée, alors il y a des points de convergence. Un qui est mineur, si on peut dire, c'est un point de convergence formel. En fait, les Strugatsky développent une utopie, mais elle n'est pas un pensum. Elle est le cadre d'histoire, et ce sont les histoires qui sont mises d'abord en avant. Star Trek, c'est pareil. Il y a un arrière-plan qui est utopique, c'est celui de la Fédération. Et les scénaristes, essentiellement à partir de la nouvelle génération, développent des histoires par là-dessus qui sont mis en avant. Or, c'est souvent un travers dans les romans et récits utopiques que de mettre la société qu'on veut décrire presque dans le rôle de l'héroïne. Et du coup, c'est souvent très très lourd. Bref, c'est imbuvable. Là, c'est pas du tout le cas. Les choses dans les deux séries, si on peut dire, sont présentées de façon à ce qu'on entre dedans par les personnages, les héros qui nous sont présentés. Ensuite, oui, il y a cet arrière-plan. L'arrière-plan lui-même, l'utopie elle-même, avec un monde qui s'est débarrassé de l'argent, un monde dans lequel la valeur travail n'est pas une valeur financière, mais une valeur qui fait que on travaille pour s'améliorer soi-même et par contre-coup pour améliorer la société. C'est quelque chose qui est clairement dit aussi bien dans Star Trek que dans l'univers du Midi. En faisant du bien à la société, on se fait du bien à soi-même et réciproquement. Donc c'est quelque chose de très fort. Et après, il y a des petits détails, des petites choses aussi qui viennent resserrer encore la comparaison. Ce monde utopique n'est pas isolé. Il est entouré d'autres civilisations qu'il faut découvrir et certaines qui ne sont pas du tout utopiques, elles. Et comment va tourner la confrontation entre les deux systèmes? Donc on a des quantités d'épisodes de Star Trek qui tournent sur ça, en fait, qui emploient ce motif. Chez les Strugatsky aussi, c'est permanent. Ils testent les limites de leur utopie en la confrontant à d'autres cultures, à d'autres civilisations. Quelque part, en faisant ça, ils montrent aussi les failles de cette utopie, qui n'est pas parfaite, qui ne peut pas être parfaite. Parce que les habitants de cette utopie sont humains, et donc ils ne sont pas parfaits non plus. Bon, c'est difficile à dire pour Arkady, vu qu'il est décédé au moment où l'URSS se disloquait. Par contre, Boris, lui, il a toujours été, jusqu'à sa mort en 2013, il est resté un opposant toute sa vie finalement. Et c'est quelque chose de terrible parce que lui, ce qu'il appelait, c'était une liberté de pensée totale qui n'a finalement existé qu'un bref instant, ce moment chaotique des années 90, mais qui a donné très rapidement des signes d'inquiétude aux personnes libérales, au sens noble libéral, en Russie, et qui maintenant est une évidence. La Russie n'est plus du tout un monde de liberté, et si Boris Strugatsky était toujours vivant, il serait dans la rue, là, aujourd'hui. Il a toujours été, jusqu'à sa mort, un critique de l'actuel président de la Russie. Toujours. En fait, on peut dire que de parfait communiste au sens noble du terme, donc pas soviétique, il est devenu, dans ces dernières années, un libéral, mais là encore au sens noble du terme.
c'est-à-dire qu'il prônait une société dans laquelle la liberté était totale. Une société dans laquelle finalement l'emprise de l'État, mais pas un État à la française, hein, un État beaucoup plus dur, serait la plus faible possible. Ça, il est resté ferme sur ces convictions-là jusqu'à sa mort. Je dirais que l'intérêt des romans qui constituent ce cycle se situe dans une question qui est presque philosophique, c'est que quand on a des idées, un idéal, et qu'on se retrouve face à quelque chose qui est contraire à cet idéal, comment est-ce qu'on réagirait, nous? C'est un sujet en fait qu'ils ont placé dans plusieurs des romans et récits du cycle, dans Tentative de fuite, dans Il est difficile d'être un dieu, dans L'île habitée, notamment en confrontant un personnage ou plusieurs personnages de cette utopie, parfois très naïf au départ, avec un milieu qui lui n'a rien d'utopique. Et la question est, les questions peuvent être, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reconnaît que notre système à nous, il est un peu naïf quand même? Est-ce qu'on essaye de faire progresser les autres civilisations vers notre système à nous? Est-ce qu'on laisse faire et on se contente d'observer? Ce sont ces questions-là qui ont été au cœur de leurs propos pendant des années et ils n'ont pas épuisé le sujet. Alors ce que je dis là, ça a l'air très philosophique, on pourrait croire que c'est ennuyant, rébarbatif, soporifique, mais pas du tout, parce que eux ont eu le soin de placer ces réflexions-là au cœur de récits qui sont de véritables récits d'aventure. Donc il ne faut pas avoir peur de ces questions. On suit des personnages dont les aventures sont tout à fait passionnantes.